Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Pourquoi continuer à demander le retrait d'une réforme, la réforme des retraites, alors que le gouvernement ne la retirera pas ? Écoutez, parce que déjà nous considérons que ce projet n'est pas bon. Revenons à l'essentiel, soyons basiques, simples et basiques, comme disait un artiste. Pardon ? Orelsan, que j'aime bien. Enfin, j'aime beaucoup cette chanson. Je pense, revenons à l'essentiel, je pense que le projet du gouvernement, mais il ne s'en cache pas, c'est de considérer qu'en fonction de l'arrivée prochainement d'une génération qui partira à la retraite, le principal levier sur lequel il veut entamer une réforme des retraites, c'est d'actionner sur la durée de ton travail. Et ce qu'il propose aux Français, disons-le clairement, c'est de passer à l'âge de 63, 64, 65 ans, et même plus d'ailleurs quand on voit les projections de Monsieur Delevoye, ça va même jusqu'à 67 ans pour de prochaines générations. Et je ne veux pas d'un projet de société qui vise à faire travailler plus longtemps, donc de fait mécaniquement à réduire les pensions, alors que d'autres possibilités de financement de nos retraites sont possibles. Si on augmentait les salaires, par exemple, on a beaucoup parlé des inégalités scandaleuses qui existent de rémunération entre les femmes et les hommes, qui encore aujourd'hui, et je vous connais assez féministe pour être, je le sais, indigné là-dessus, sur le fait qu'à travail égal, les femmes sont payées à 25-30% de moins que les hommes, ne serait-ce que si on arrivait à cela. J'ai vu, attendez, ça ferait 5 milliards supplémentaires pour notre système de retraite. Pourquoi vous n'essayez pas de vous battre sur le fond, arracher des avancées sociales sur les femmes, sur les enfants, la majorité, mais parce que nous le faisons, d'enfants, sur la pénibilité. Mais parce que nous le faisons. Non, mais pardon, attendez, nous le faisons. Nous avons un contre-projet, nous l'avons répété plusieurs fois. Je vous remercie encore de cette invitation ce matin. C'est toujours l'occasion. J'espère le faire avec intérêt, mais je sais que je pense à Adrien Quatennens, à Clémentine Autain, à Jean-Luc. Chaque fois que vous donnez la parole à un insoumis, nous argumentons sur le fond. Nous sommes pour aujourd'hui un meilleur système de retraite. Moi, je suis pas sur une position qui consiste à dire actuellement le système il est formidable. D'ores et déjà, les pensions sont trop basses. Trop de gens partent à la retraite déjà usés. Il y a 300 000 personnes qui n'arrivent même pas qui sont d'ores et déjà, qui sont plus dans l'emploi et qui n'arrivent pas à l'âge de départ à la retraite dans l'emploi, ce qui les amène à ce que leur pension baisse, etc. Alors comment on améliore tout ça ? Je donne un exemple. Les femmes, si on augmente seulement les salaires des femmes, près de 5 milliards supplémentaires qui rentrent de cotisations. Et surtout, revenons à l'essentiel, parce que toute cette controverse n'est que la déclinaison d'un grand débat. Quelle répartition des richesses voulons-nous aujourd'hui ? Attendez, la productivité des travailleurs français a augmenté de près de 30% ces 3 dernières décennies. Est-ce qu'on peut pas consacrer 1 point de PIB, voire 2 points du PIB supplémentaires à notre système de retraite, et on aurait un système de retraite qui nous permettrait de partir à la retraite tous à 60 ans. Donc vous voyez, c'est projet de société contre projet de société. Les débats sur le point, en vérité, sont des débats secondaires. Pour continuer à parler de ces amendements, on rappelle qu'il y en a plus de 22 000 sur le projet de réforme. En tout, 19 000 déposés par nous. Venant de la France insoumise. C'est une manière de transposer finalement le combat de la rue, où les cortèges se sont un peu amincis ces dernières semaines, à l'Assemblée de porter le combat politiquement. C'est une façon de le dire qui me va, mais parce que ça n'a pas marché dans la rue. Parce que la rue, comme vous dites, en plus, soyons respectueux de la rue, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la rue, mais je sais que dans votre esprit c'est aussi clair, c'est ce contre-pouvoir démocratique que nous avons le droit d'utiliser, parce que on a l'impression qu'aujourd'hui c'est quasiment péjoratif. Je rappelle que dans une société démocratique, il y a des pouvoirs, des contre-pouvoirs, le droit de manifester, le droit de faire grève, et qu'il faut pas le criminaliser comme c'est parfois le cas de la part du gouvernement actuel, qui utilise, je vais utiliser un gros mot, quand même la 5e République dans tout ce cas de plus autoritaire, c'est-à-dire que le chef a décidé, et en gros tous ceux qui contestent sont vus quasiment comme des séditieux. Mais oui, effectivement, il y a une grande protestation aujourd'hui qui existe dans le pays. Toutes les études d'opinion, vous nous les servez régulièrement quand elles nous sont défavorables, démontrent que la majorité des Français sont contre ce projet. Attendez, je termine. Une protestation la majorité des Français est contre. Mais qui n'a pas permis de faire reculer. Mais vous n'en savez rien. Mais pour le moment, ça vous en convenez. Et alors, c'est pas parce que. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent ? Je suis en train de le dire parce que le gouvernement n'en a que quick. Ils n'en ont rien à faire. Ils gouvernent contre le pays. Ils sont minoritaires et ils n'en ont rien à fiche. Donc ça amène à ce qu'au bout d'un moment, il y a un pourrissement. Vous savez quel effet ça ? D'un grand dégoût de la politique, les gens vont s'abstenir, les gens sont en colère, il y a même de la violence. Et moi, je suis contre la violence qui amène, que l'on voit aujourd'hui, parce que les gens disent rien ne sert à rien. Et parfois, le fait de casser attire plus l'attention des médias, voire même l'attention du gouvernement que de manifester démocratiquement. Mais ça, c'est une stratégie du pourrissement. Mais moi, je pense que il faut que cette grande protestation qui existe dans le pays, qui prend des formes symboliques, les avocats qui jettent les robes, les professeurs les cahiers, doit aussi s'entendre à l'Assemblée de manière spectaculaire. Justement, je réponds donc, les 19 000 amendements, les voilà. Justement, voilà ce que disait sur ces amendements et sur cette bataille parlementaire Marc Fesneau. Il était avec nous il y a quelques jours sur France Info. Il est ministre, on le rappelle, des relations avec le Parlement. On l'écoute. Je trouve que c'est dévoyer le rôle du Parlement, c'est dégrader le rôle d'un parlementaire, c'est au fond, devant les Français, dire qu'on ne veut pas le débat, et je trouve que quand on est parlementaire, c'est faire défaut. Vous trouvez que vis-à-vis des gens dont ils prétendent être les représentants, dire que vous renoncez aux 1 000 € et que vous renoncez à une meilleure prise en compte de la pénibilité, c'est à la hauteur du débat et à la hauteur des idées qu'ils prétendent défendre.
c'est une stratégie pour le ministre Fesneau totalement indigne du Parlement. Non, mais bon, c'est un gentil garçon, là, il fait semblant de jouer au dur, mais c'est pas grave. Mais à quoi ça sert, le blocage, franchement? Mais attendez, premièrement, c'est pas le blocage. Moi, je fais de l'obstruction contre une volonté de destruction. Je veux pas que quelque chose soit détruit. Je défends un acquis social que c'est pas monsieur Fesneau qui nous l'a donné. C'est des mobilisations sociales. Faut arrêter de jouer. Vous savez, vous partez en vacances, j'imagine, et vous avez bien droit. Tous ceux qui partent en vacances doivent se rappeler qu'il y a eu une grève qui a bloqué le pays et qui a amené à ce qu'en 1936, on obtienne des congés payés. Et tous les acquis sociaux, si on les prend, vous savez, c'est pas les Fesneau et les Macron de l'époque qui nous l'ont accordé. C'est un rapport de force. Aujourd'hui, ils veulent... un rapport de force qui, à l'Assemblée, vous êtes défavorable. Il y a une majorité. Alors, qu'est-ce que je fais, madame? Je prends mon indemnité de parlementaire, je reste chez moi et je dis rien parce que je suis minoritaire. Mais la stratégie, c'est quoi? Attendez, je vais vous dire une chose. Est-ce que là, on est à la radio, mais on fait aussi un peu de télé. Là, je vous montre un document. Décrivez ce que vous avez fait 1000 pages. Ça s'appelle l'étude d'impact. C'est ça qu'on donne depuis vendredi dernier aux parlementaires. 1000 pages, un peu plus d'ailleurs. Plus le projet de loi, plus la synthèse du projet de loi. On m'a donné ça vendredi et à partir de lundi, on est censé commencer à travailler. Vous voyez ça, les gens? Impossible pour un parlementaire honnête. Vous savez, monsieur Fesneau qui parle de la dégradation du travail de parlementaire, personne et aucun des Playmobil LREM, je suis méchant, mais pour dire que j'en ai assez de ces gens qui font semblant de maîtriser ce document, ils ne le maîtrisent pas et ils nous disent dans ces conditions qu'il faut voter ce texte qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Le Conseil d'État, c'est pas des insoumis dits, les conditions dans lesquelles ce texte est présenté amènent à ce que le parlementaire n'a aucune visibilité. Le texte sera complété par 29 ordonnances. C'est-à-dire qu'on joue, attendez, je termine, on joue avec les députés pendant un mois, mais en vérité, l'essentiel sera précisé par des ordonnances, c'est-à-dire par le gouvernement par la suite. Il y a une conférence de financement qui se terminera en avril et les parlementaires vont voter en février. Tout ça est scandaleux. Les parlementaires sont ramenés à des godillots, à des serpillères. Moi, je joue pas ce jeu-là et je dis aux gens, justement, moi, je suis la voix de ceux qui protestent. Sur le fond, quand il dit les députés insoumis, ils veulent pas des avancées sur lesquelles pourtant il y a un consensus, les 1000 € de minimum de pension. Mais c'est une blague. Est-ce qu'il sait, Marc Fesneau, que c'est 1000 € pour ceux qui ont une pension complète? C'est-à-dire que c'est quasiment le seuil de pauvreté. Ça concerne très peu de gens. Non, mais ça, c'est une blague. Mais bien sûr que je suis pour 1000 €. Mais je suis même pour plus de 1000 €, moi. Qu'est-ce qui va nous faire croire que c'est une réforme sociale? Marc Fesneau n'y croit pas lui-même. C'est une réforme qui vise à dire aux Français, vous allez travailler plus longtemps pour bénéficier d'une retraite complète. Si vous partez à la retraite à 62 ans, tel que c'est la loi, il y aura un malus. Il faudra travailler jusqu'à 65 pour avoir une retraite complète. Il est d'accord avec ça, Fesneau? Il le dit aux Français qu'il veut faire travailler les gens plus longtemps? Non. Alors, ces éléments de langage, en plus, il est gentil, Fesneau, en vérité, me font doucement rigoler. Parce que c'est un grand baratin, mais les Français ont compris. Ils sont contre. C'est ça qui serait raisonnable, c'est de l'entendre. Je vous propose qu'on continue à en parler dans un instant, parce que vous connaissez la mécanique d'antenne. Mais vous avez bien raison. À 8h40, c'est le fil info, avec ce matin Stéphane Milhomme. Et le rendez-vous est fixé ce milieu de matinée au siège de la Fédération française des sports de glace. Son président Didier Gaillaguet réunit un conseil fédéral en plein scandale sur les violences sexuelles dans le milieu du patinage. Selon son avocat, sa démission n'est toujours pas d'actualité. La catastrophe de Lubrizol aurait-elle pu être évitée 3 jours avant le gigantesque incendie à Rouen? La compagnie d'assurance de l'usine Seveso lui a transmis un rapport. Il mettait en lumière les failles des installations et les mesures de sécurité à prendre pour éviter le pire. C'est ce que révèle Le Monde et Mediapart. Tous les équipements étaient conformes. La réponse de la direction de Lubrizol. Le coronavirus, le bilan passe à plus de 720 morts en Chine. Un Américain mort à Wuhan. 6 patients restent soignés en France. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, annonce le renforcement des consignes pour les Français amenés à séjourner dans ce pays et ensuite les conditions de leur retour. Les bureaux de vote sont désormais ouverts pour près de 5 millions d'électeurs en Irlande, jour d'élections législatives. Les Irlandais très critiques vis-à-vis de leur Premier ministre sortant, Léo Varadkar. Et puis Marseille-Toulouse, premier des 6 matchs du jour en Ligue 1 dès 17h30. Hier soir, en ouverture de cette 24e journée, les footballeurs de Lille se sont imposés 2-0 face à Angers. France Info. Et tout est plus clair. Le 8h30 France Info ce matin avec le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière et Myriam Ankawa. Une question encore sur votre stratégie. Est-ce que votre objectif, c'est aussi de faire monter la colère sociale? Il y a une grève qui s'annonce dure à la RATP le 17, il y a une mobilisation le 20 février. Est-ce que vous pensez que le mouvement social peut repartir? Non mais déjà, moi je ne cherche pas à faire monter la colère. Elle est là dans le pays, c'est pas moi qui la déclenche, c'est Emmanuel Macron. Ce que je souhaite premièrement, c'est que cette vague de protestation s'entende à l'Assemblée. Vous connaissez bien l'Assemblée. Je veux dire, ça peut être aussi très feutré, c'est-à-dire que les bruits du pays ne sont pas entendus. Entre belles personnes, on va discuter gentiment, et comme le rapport de force a été fixé en 2017, en gros, je fais semblant de m'opposer, etc. Moi, je veux pas de ça. Je veux que ce qui se passe dans le pays, cette protestation, elle soit entendue. Deuxièmement, oui, effectivement, la protestation continue. Elle va prendre des formes diverses. On n'aura peut-être pas, là, actuellement, la grève générale, mais il y a une protestation générale. Écoutez, quand même, la profession des avocats, ils ont encore revoté hier soir unanimement. C'est quand même des gens
raisonnables, disent, ils sont radicalement contre, les enseignants sont contre, les professions, enfin, les on a professions compris que vous jouez la montre à l'Assemblée, c'est très clair. Si, parce que, effectivement, à force de répéter des amendements qui suppriment alinéa par alinéa l'ensemble de ce texte, avec des discussions sur le fond, hein. J'invite chacun à le regarder sur une chaîne que vous connaissez bien, LCP. On discute du fond, on discute pénibilité. Jean-Luc Mélenchon lui-même avait parlé d'obstruction, c'est pas un Oui, oui, non. Le risque, c'est qu'au fond, la Commission n'arrive pas au bout de ces 22 000 amendements. Elle n'y arrivera pas. Mais ça sert quel intérêt, ça? Pas les vôtres. On va avoir un texte dans l'hémicycle qui va revenir sans aucun amendement repris. On repart de zéro. Mais de toute façon, on part de zéro. J'ai montré ce document. C'est impossible de travailler dans ces conditions. Le Conseil d'État dit que de toute manière, les parlementaires ne connaissent pas les variables de fixation du point. C'est-à-dire qu'on travaille à l'aveugle. Le mépris du Parlement, c'est le gouvernement qui l'impose. C'est d'imposer un texte qui n'est même pas finalisé. Normalement, écoutez, la négociation qui s'est ouverte, elle aurait dû avoir lieu avant le travail parlementaire, qu'on y voit clair. Là, on ne sait pas. Hier soir, il y a eu un moment de trouble durant la commission des retraites parce que les parlementaires REM sont incapables de dire la valeur du point, comment pour les carrières pénibles ce sera compensé. On nous dit on va tenir compte de la pénibilité. Les mêmes ont supprimé 4 critères de pénibilité en 2017. Ils nous disent on va en tenir compte, on leur demande des précisions, ils disent on ne sait pas, on verra pas en ordonnance. Donc un parlementaire, comment dirais-je, c'est pas une marionnette, c'est pas un pot de fleurs. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des Playmobil, la majorité. Non, mais c'est une expression, c'est une blague, hein, c'est des jouets, mais mes enfants aiment les Playmobil, c'est pas une insulte. C'est pas un peu facile ce procès? Non, ça veut dire que c'est tous les mêmes. Et à tel point, on l'a même vu, il y a eu un bug tragique sur l'histoire, là, des jours de deuil sur les enfants. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement, manifestement, Madame Pénicaud, et le président du groupe a dit, discipline, on vote tel truc, bing, tous ils lèvent la main, ils votent. Justement. 2 jours après, émotion dans le pays, ils disent, ah non, mais on regrette. Justement. Voilà. Il y a eu cette polémique, ce pataquès, comme vous voulez, sur cet aspect-là. D'abord ce vote honteux, c'est-à-dire des gens qui disent vous n'aurez pas 12 jours suite au deuil d'un enfant. Il y a des tensions dans la majorité, il y a des députés de la République En Marche qui s'en vont, il y a le Conseil d'État qui hausse le ton, qui d'abord critique la réforme des retraites et ensuite retoque la fameuse circulaire Castaner. Oui. Est-ce que cette mauvaise passe que traverse la majorité fait vos affaires? Ça s'écrit pas comme ça. Moi, je vais vous dire à ce micro une grande inquiétude d'un pourrissement de la vie politique. Et je ne sais, moi, en général. Oui, de manière générale. Moi, je suis une force qui porte historiquement les idées des Lumières, un avenir positif. Mon idée, c'est quoi? C'est le vieux débat, j'ai dit tout à l'heure. Partageons mieux les richesses, organisons la transition écologique, définissons des institutions plus démocratiques parce que la Ve République est à bout de souffle. Si ça n'a pas lieu, c'est-à-dire une sortie positive, ça peut mal finir pour le pays. Moi, je vais vous dire, pour la première fois dans mon existence militante, la possibilité que l'extrême droite remporte les prochaines élections, c'est pas du baratin, c'est possible en raison du climat de Cuba par-dessus tête. On y vient au climat. Non, mais parce que attendez, pardon. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, on chevauche le tigre. C'est pas sûr que moi, je ne me félicite pas de ce pourrissement. Et j'essaie de trouver une issue. Il y a de la tension, il y a de la violence dans l'air, dans les cortèges, dans l'exercice de la politique. Il y a les effigies du président au bout d'une pique. Il y a des députés marcheurs agressés lors de leurs vœux. Le gouvernement accuse Jean-Luc Mélenchon clairement d'alimenter ces violences. On va écouter Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur sur France Inter. Monsieur Mélenchon, en dénonçant ce qu'il appelle des violences policières, les supposées violences policières, il occulte la violence terrible de l'ultra-gauche. Et violence d'ailleurs, parfois, on a un peu l'impression qu'il appelle parfois la violence dans les manifestations. Vous soufflez sur les braises, Alexandre Corbière. Non, mais là, déjà, ce qui est intéressant, je lui ai interrogé, monsieur Nunez, l'autre jour à l'Assemblée, c'est que lui, il est vraiment dans le rôle, on dirait, un représentant syndical policier. C'est-à-dire que la police, il n'y a aucun problème. On peut pas discuter. Je pense qu'il a tort. La police, c'est un service public comme un autre. Moi, je suis pour défendre la police républicaine. Dans ma ville, même à Bagnolet, je demande un commissariat de plein exercice, il travaille dans des conditions détestables. Mais là, il vous accuse d'alimenter les violences. Pour que sa parole ait de la valeur à monsieur Nunez, qui paraît être un homme sérieux et qui est le vrai ministre, hein, Castaner, lui, il est là pour la galerie, le vrai homme responsable qui connaît le métier, c'est Nunez. Mais on a tous vu des vidéos, quel que soit ce qu'on pense dans la police, des croche-pieds, des gens frappés au sol. Moi, j'ai une syndicaliste qui s'appelle Irène de la mairie de Montreuil, de la ligne 9, qui s'est fait ouvrir le crâne à coup de marteau. C'est le supposé violence policière qui vous indigne. On peut quand même discuter sérieusement au bout d'un moment, de dire, écoutez, il y a des choses qui vont pas. Vous avez fait une liste de la violence, mais le nombre d'œils qui ont été crevés, de mains qui ont été arrachées, de 155 journalistes durant les manifestations blessés par des forces de l'ordre. On peut en discuter, ou chaque fois que je vais parler, on va en dire, discuter complètement. Non, mais j'entends bien, je réponds monsieur Nunez. Mais on peut en parler où chaque fois on va dire non, vous êtes anti-flic, c'est des supposées violences policières, parce que les gens, ça les rend fous, parce que autant je suis contre qu'il y ait éventuellement des gens infiltrés dans les manifs qui font des violences, mais si chaque fois qu'on voit ces images qui, comme par hasard, blessent des gens qui sont pas des Black Blocs, moi je connais Jérôme Rodriguez, il n'y a pas plus doux que cet homme, un œil crevé, quelqu'un va s'excuser et on pourrait continuer sur les 255. Attendez, Christophe Castaner, sur les 255 saisines, vous voyez un changement ou rien? Pardon.
Christophe Castaner qui a supprimé l'utilisation du Glyph-4. Mais vous êtes au courant, attendez. Est-ce que vous voyez un changement Myriam Caro, ou vous pas êtes du trop tout? bonne journaliste pour... Les stocks des grenades GLIF-4 sont arrivés à terme. Donc ils vont arrêter de les utiliser, tu parles, les stocks sont à terme, ils vont utiliser d'autres grenades, d'accord? Donc ne dites pas qu'il va arrêter. Moi j'ai déposé un projet de loi pour l'arrêt de ces grenades où Jacques Toubon a dit que elles sont dangereuses, elles vont quand même arracher des mains. Je suis pour arrêter le LBD dans les manifestations, notamment dans les yeux. On peut discuter de ça, peut-être... Quoi je prends exemple? Dans d'autres pays d'Europe, c'est pas les mêmes techniques policières. Il n'y a pas des mains arrachées et des yeux crevés. Et là, depuis le début, chaque fois que je prends la parole, à travers moi, on me dit anti-flic. Ouais, vous attisez la haine. Bon, je vous pose une autre question. En attendant, le pays, quand même, et des gens qui sont des syndicalistes, des gens qui sont des manifestants, sont quand même blessés, et c'est du jamais vu. Je vous pose une question, justement, mais en rapport avec celle-là. Emmanuel Macron avait dénoncé ceux qui, selon lui, prétendraient que la France est une dictature. Jean-Luc Mélenchon a précisé ensuite, en disant que la France n'était pas une dictature, il a bien fait la différence, et il a dit que c'était un régime autoritaire. Vous souscrivez à cette formule? Oui, la formule, vous savez, elle est classique, hein. La Ve République est un régime qui peut être utilisé de manière autoritaire, et M. Macron le fait à plein. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir 2 secondes, je sais que le temps Mais allez-y. C'est-à-dire que personne ne peut nier. Emmanuel Macron, je le répète, est élu président de la République, soit. Mais les conditions de l'élection de 2017 doivent nous interroger. Monsieur Macron, comme Monsieur Mélenchon, comme Monsieur Fillon, comme tout le monde. Le premier tour, Monsieur Macron arrive en tête avec 24% des voix exprimées, 18% des électeurs inscrits. Il est élu au second tour, je l'affirme à ce micro, d'abord dans un rejet de Madame Le Pen, ce qui est heureux. Mais il aurait dû se dire qu'il était minoritaire, qu'il avait une base électorale faible, qu'on retrouve dans tous les députés En Marche, sont élus avec 20% des électeurs. Comme moi d'ailleurs à ce micro. Moi je fais 21% des électeurs inscrits dans ma circonscription, pourtant je fais 60% des voix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voyez qu'il y a une base électorale aussi faible, vous réfléchissez à quelles nouvelles institutions plus démocratiques. Lui, Monsieur Macron dit non, je vais appliquer mon programme, je vais même aller plus loin que mon programme parce qu'il n'a pas été élu. C'est écrit dans son programme, page 13, pour faire travailler les gens plus longtemps. Ça, c'est un exercice, donc, ce qu'il fait autoritaire des institutions. Donc, ce n'est pas d'autorité que dans la répression. Oui, c'est un exercice politique autoritaire qui amène à dire je suis minoritaire dans le pays, mais je m'en fiche, j'avance quand même. Mais un régime autoritaire, vous savez que c'est pas ça. Un régime autoritaire, c'est pas exactement la France. Il y a des élections libres, il y a des délibérations, il y a des corps intermédiaires, il y a Madame une presse libre. je vous ai démontré que le président actuel n'est pas majoritaire dans le pays. Lors des élections, il n'a pas fait plus de 50% des voix, d'accord? Et pour autant, ça, c'est la Ve République, ça. Merci. La Ve République, elle est née. C'est pas la question d'un régime autoritaire. Attendez, la Ve République, on va dire 2 mots et je vous donne la parole. 1958, la crise d'Algérie qui dure. La menace d'un coup d'État militaire. Vous savez l'opération Résurrection, qu'une partie de l'armée française était prête à sauter en parachute sur Paris. Dans ces conditions, un régime taillé sur mesure sur le général de Gaulle a été mis en place. Plus de 50 ans plus tard, on peut pas réfléchir à des institutions moins présidentielles, des institutions plus parlementaires. On va le faire et on va parler des municipales, mais je vous coupe parce qu'il est déjà 51. C'est normal. 8h51 et on retrouve Stéphane Milhomme, le fil info. Et ce premier jour de vacances pour les élèves de la zone C et leurs parents, ceux de l'Île-de-France et de la région Occitanie. Bison futé classe ce samedi orange dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en direction des stations de ski. 80% des stations sont bien enneigées, constate le directeur général de France Montagne sur France Info, mais en priorité dans les Alpes. L'épidémie de coronavirus en Chine, un Américain est mort à Wuhan. C'est le premier étranger à mourir du virus dans ce pays. Plus de 720 morts en Chine. En France, 6 personnes restent soignées. Le pronostic vital est toujours engagé pour un patient chinois de 80 ans hospitalisé à Paris-Bichat. Les avocats restent mobilisés contre la réforme des retraites, réforme de leur régime autonome. Le Conseil national des barreaux a voté hier la poursuite du mouvement après la grande manifestation de lundi dernier à Paris. Mouvement qui depuis un mois se traduit aussi par le renvoi de centaines d'affaires dans les tribunaux. Après l'appel à un lundi noir le 17 février à la RATP, 3 syndicats rejoignent l'UNSA dans cette journée de mobilisation. Lundi noir en perspective, donc le 17 pour les métros, RER, bus et tramways. Et puis c'est ou nous ou ce pouvoir. L'un des slogans pour le 51e vendredi de mobilisation en Algérie. Des dizaines de milliers de manifestants défilaient encore hier à Alger contre le pouvoir. Le mouvement de contestation semble toutefois marquer le pas. France Info. Et tout est plus clair. Alexis Corbière, votre collègue à l'Assemblée, Adrien Quatennens, a dit « La terrible réalité, c'est que si vous voulez changer la vie des gens par rapport à la présidentielle, le cadre municipal est très restreint. » Est-ce que les municipales ne sont pas une priorité pour la France insoumise ?
pas forcément une priorité. Est-ce que vous le reconnaissez ? On sera présent dans cette élection, mais Adrien a raison de le dire, et je l'ai encore dit, moi j'ai fait 2 meetings municipaux, hier soir à Bagnolet, avant-hier à Montreuil, que c'est très difficile pour des communes de promettre beaucoup de choses, de mettre en place des politiques dans le cadre des politiques de réduction budgétaire que nous impose actuellement le gouvernement, de dégradation des services publics. Moi je vais pas mentir, je vais pas faire croire que je vais créer un petit paradis local dans le cadre d'une grande régression sur le plan national. Les maires ont quand même véritablement du pouvoir, on peut changer les choses localement, on a l'impression que vous enjambez le scrutin parce que vous avez qu'une centaine de Vous n'avez pas entendu ce que je suis en train de dire. Ça, on va progresser. Faute d'ancrage local aujourd'hui, c'est pas un scrutin facile pour la France insoumise. Mais non, mais l'ancrage local, comme vous dites par ailleurs, cette histoire, arrêtez l'ancrage local, on est tous sur terre. Moi, j'en ai marre de ce truc, là, des gens qui disent, la France insoumise, vous savez, c'est des êtres humains. Vous ne gouvernez que dans une seule ville, Grabels, dans les Très bien, oui, on est un mouvement jeune et on va progresser, vous inquiétez pas là-dessus. Même si, sans doute, vous le noterez, on sera sans doute le mouvement qui, en termes de nombre de conseillers municipaux, va le plus progresser. Mais revenons à l'analyse que posait Adrien ou d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème dans les communes, et particulièrement chez moi en Seine-Saint-Denis, c'est la dégradation des politiques de l'État. Donc nous, ce qu'on veut, c'est connecter la campagne municipale que nous menons avec le débat national. Parce que je connais, on appelle ça, moi j'appelle ça la municipalité aiguë. Les petits locaux qui soutiennent M. Macron, mais localement se planquent, ne mettent pas un label LREM, et vous font croire que localement ils vont faire des choses merveilleuses. François Ruffin, par exemple, à Amiens, a fait de la place aux socialistes sur sa liste, il a tort. Au fond, quel est le rapport là avec la discussion? Vous dites les petits arrangements locaux. Vous voulez à la France insoumise. Non, j'ai parlé des gens de LREM. Je sais bien, mais à la France insoumise, vous considérez que vous êtes un mouvement citoyen, plutôt sur des listes citoyennes. Sur des contenus. Pourquoi par exemple, regardez, là, je vous amène. Je vous parle de Bagnolet. À Bagnolet, on fait deuxième une liste, document. On fait une liste. Non, mais pour montrer à Bagnolet, on fait une liste. Là, on est avec le Parti communiste, par exemple. Moi, je la soutiens, et notamment ce qu'on met comme contenu, c'est une charte éthique où, pour la première fois, si notre équipe est élue, dirigée par Laurent Jamet et Raquel Garrido, il y aurait le droit de révoquer les élus. C'est nouveau, c'est un droit nouveau pour les citoyens. Si 15% du corps électoral le demande, pour casser justement parfois ces systèmes. Vous avez j'ai parlé de la monarchie présidentielle, mais là vous avez des petites baronnies municipales. Et j'espère, moi je connais pas bien Amiens, mais j'en doute pas connaissant François, que c'est d'abord sur le contenu qu'on regroupe. Après, s'il y a telle ou telle force, moi ça me pose pas de problème. On a l'impression que vous privilégiez les listes citoyennes. Oui, on essaie de faire des citoyennes, mais les partis politiques sont pas complètement exclus, c'est pas le sujet. Si on arrive à faire cette alchimie à Montreuil, moi je soutiens une liste dans laquelle il y a les Insoumis derrière le maire Patrice Bessac, il y a une large force, il y a un large arc de cercle de partis, mais il y a aussi après des démarches citoyennes qui ont été mises en place. Il y a d'autres villes où ça se passe pas du tout comme ça. Et les listes communautaires, ça existe ou pas? Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. Non, mais je sais pas, c'est vous qui êtes journaliste et qui lancez le sujet. Moi, je suis contre le communautarisme. Je veux juste qu'on me définisse qu'est-ce qu'une liste communautaire. Si ça existe, je suis contre. Si l'idée, c'est que des gens se présentent en disant voilà mon texte de référence religieux et c'est ça que je veux appliquer à la mairie, je suis contre. Mais est-ce que ça existe, ça? Est-ce que ça existe une liste qui dit voilà, c'est la Bible, la Torah ou le Coran qui est notre programme? À titre personnel, je n'en connais pas. Il paraît qu'en Seine-Saint-Denis, il y en a plein, je n'en connais pas. Il y a même des gens qui font des livres pour dire qu'à Bagnolet, il y aura un foyer de listes communautaristes, je n'en vois pas. Mais que tous ces gens, je vais vous dire une chose, Myriam Ankawa, qui ne franchissent jamais le périphérique, qui ne foutent jamais les pieds en Seine-Saint-Denis, mais qui ont un point de vue très arrêté sur ce qui s'y passe, qui chaque fois qu'il y a un citoyen musulman qui s'engage, vont lui faire chier des poux. Bon, j'en ai ras-le-bol. Vous attendez quelque chose du plan contre le communautarisme d'Emmanuel Macron? Je sais même pas ce que c'est. Le communautarisme religieux, le repli identitaire, mais ça, il faut lutter contre l'obscurantisme, le repli identitaire. Faut défendre la laïcité. Faut des services publics qui émancipent les citoyens. Faut effectivement arrêter de faire du clientélisme religieux, comme parfois le fait, vous savez qui? Monsieur Macron, justement, qui n'est pas le dernier à, bien souvent, à faire la tournée. Moi, je fais jamais des tournées en allant voir les autorités religieuses de la manière dont le président de la République le fait. Je suis un laïc, un républicain. Je défends quoi? Liberté de conscience et liberté, évidemment, de pratiquer sa foi, quoi qu'il arrive. Les Français de confession musulmane doivent pouvoir pratiquer leur foi tranquillement. Les Français de confession juive, idem. Les catholiques, idem. Mais aussi liberté de conscience, évidemment. Droit de critiquer les religions s'il le faut, dans le cadre, évidemment, défini par la loi de la liberté d'expression. Ça, c'est la laïcité. Et il ne faut pas de laïcité à géométrie variable. Je vous laisse, je vois que vous voulez m'interroger. Non, mais sur l'affaire Mila, justement, que vous parlez de ça ces derniers jours. Non, mais il y a un sondage qui a montré qu'une moitié de Français étaient pour le rétablissement d'une interdiction de blasphémer, le droit de. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais moi, je pense parce qu'à force de faire de la géométrie variable, les gens comprennent plus rien. Premièrement, l'affaire Mila, même, c'est même pas un débat de laïcité en tant que tel. La laïcité, c'est la claire séparation entre la religion et la politique, pas financement public des religions. Là, c'est un débat sur liberté de conscience. Tout le monde
monde a le droit de penser ce qu'il veut dans ce pays, y compris de critiquer les religions, et il n'y a pas de droit de blasphème. On a le droit de critiquer les religions. Dans le cas, bien entendu, défini par la loi, où on n'a pas le droit non plus d'insulter les fidèles. Cette jeune fille a été menacée de mort. C'est scandaleux. Elle doit être protégée. Elle doit être scolarisée. Mais ça, c'est le boulot de Blanquer, de monsieur Castaner, de la protéger. Si des gens l'ont menacée de mort, la justice doit leur courir après. Mais est-ce qu'on peut aussi sortir de ce débat? Attendez, je termine parce que dans cette maison, un comique qui s'appelle Frédéric Fromet, si je dis pas de bêtises, sur une radio qui est amie, a critiqué, bon, c'était lourd sans doute et un peu vulgaire, la religion catholique, et immédiatement à lui, on lui a demandé des excuses. D'accord? Il y a eu un grand scandale, la directrice, je crois, de la radio et d'autres responsables religieux, toujours mis là quand il s'agit de critiquer une religion, là, on demandait des excuses. Donc je termine mon propos. On arrête. Pas de laïcité ou de critique des religions à géométrie variable. Alexis Corbière, merci d'être passé ce matin à France Info. Merci Myriam, on se retrouve demain à la même heure, 8h30. Merci à tous. France Info.